Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre émission All Africa. C'est l'émission qui vous délivre tous les thèmes sur l'Afrique. Et liberté d'expression, comme je le dis toujours, la mienne, je profite pour apporter ma pierre à l'édifice et tout cela sur congodirect.fr. Vous pouvez nous contacter sur le numéro ou l'adresse mail qui est tout en bas de l'écran. Je vous dis à très bientôt sur congodirect.fr. Magistrat de formation, vous avez été substitut du procureur de la République à Bamako, juge de paix à compétences étendues, procureur de la République, avocat général près de la Cour spéciale de sûreté de la République et en 91 directeur général des affaires judiciaires. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration du Mali et titulaire d'un doctorat en droit à la faculté des sciences criminelles de Poitiers, obtenu en 89. Je crois qu'il y a plein d'autres choses à rajouter, vous pourrez le faire si vous souhaitez, en tout cas un parcours exceptionnel comme vous avez pu le voir. Nous présenterons Jean-Luc Bruguière quand il sera là, ainsi que M. Maïga s'il nous rejoint. Je vais maintenant vous donner un éclairage le plus complet possible sur l'honorable Vital Kamerhe, qui nous fait l'honneur d'être là également aujourd'hui. Donc, Vital Kamerhe, vous êtes président de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, un parti d'opposition que vous avez créé en juin 2010. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle de novembre 2011 et avez obtenu un score de 8%, ce qui vous plaçait en 3e position. Alors, dans le système politique congolais, ce score est un score assez remarquable, compte tenu effectivement qu'il y a beaucoup de candidats et que le vainqueur gagne avec une vingtaine de pourcents. Vous donnez effectivement une position importante sur laquelle vous avez continué à bâtir votre projet. Vous avez été président de l'Assemblée nationale, vous avez été secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie. Pour beaucoup, vous êtes l'artisan de la victoire de Joseph Kabila aux élections de 2006. Votre parfaite maîtrise des 4 langues nationales est à ce sujet un atout maître. Depuis plus de 10 ans, votre engagement dans la résolution des conflits dans la région des Grands Lacs vaut des surnoms flatteurs, tels que par exemple le pacificateur. Politicien avisé, bon orateur, nous allons vérifier, rédacteur inspiré, vous êtes l'auteur de 2 plans de sortie de crise à l'est de la RDC, de documents qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale en 2008, mais aussi de plusieurs textes et d'accords d'importance internationale, dont les accords de Pretoria et de Luanda en 2011. Ancien professeur assistant à l'université de Kinshasa, vous donnez régulièrement des conférences notamment en 2010 aux États-Unis, au Centre d'études stratégiques de Washington. Parmi vos thèmes de prédilection, la problématique du processus démocratique en RDC, ou encore repenser l'Atlantique. Et en 2011, vous avez publié les fondements de la politique transatlantique de la République du Congo, livre que nous avons ici, pour ceux qui souhaiteraient le consulter. Voilà ce qu'on peut dire pour présenter rapidement nos 2 invités. Donc nous avons une thématique qui touche effectivement l'Afrique et son exposition face aux nouvelles menaces. Alors l'Afrique, tous les gens qui sont là connaissent extrêmement bien la réalité du continent africain, ses enjeux climatiques, économiques, politiques, démographiques, et tout ce qui maintenant effectivement vient compléter la liste des menaces au travers de problématiques sécuritaires, objet évidemment du salon Eurosafari. Donc moi je suis très heureux qu'on puisse avoir un échange avec vous sur ces questions-là, et sans plus tarder, je vais commencer par vous donner la parole, M. Diarra, cher ambassadeur, pour que vous nous présentiez en fait la vision qui est la vôtre sur les enjeux sécuritaires sur la région que vous connaissez extrêmement bien, qui est à la fois la région des Grands Lacs et également l'Est de l'Afrique. Et dans un deuxième temps, si M. Maïga ne nous rejoint pas, vous pourrez compléter votre propos sur la problématique sahélienne que Jean-Luc Bruguière, qui va nous rejoindre, connaît également bien. Et ensuite, nous enchaînerons sur la problématique plus particulièrement du centre de l'Afrique et de la RDC en particulier, qui lui aussi a ses enjeux sécuritaires importants, avec l'honorable Vital Kamerhe. Cher ambassadeur, vous avez la parole. Merci, M. Malafaye, pour cette présentation. Merci, cher ami Vital. Merci aux honorables visiteurs du salon qui nous faites l'honneur d'assister un peu à nos travaux ce matin. La problématique des défis, je pense que tous ceux qui sont là sont des spécialistes de l'Afrique et connaissent la prégnance des défis sécuritaires auxquels le continent africain est confronté. Donc ce n'est pas la peine de revenir. Mais s'il y a quand même un territoire qui est, de ce point de vue, un territoire critique en termes de sécurité pour le continent africain, c'est bien la Somalie. Somalie qui, depuis 1991, avec le renversement du président Siad Barre, est confrontée à une crise sécuritaire extrêmement importante. Je fais l'économie de tout ce qui a été fait par la communauté internationale à travers différents accords signés à Arta, à Djibouti, pour ramener des autorités légitimes en Somalie. Toujours est-il que en 2007, l'Union africaine, préoccupée par
la présence des mouvements terroristes, les Shabab en Somalie, a décidé d'intervenir à travers la mission. En janvier 2007, une résolution du Conseil de paix et de sécurité, validée par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, a autorisé les troupes africaines à intervenir en Somalie. C'était deux grands pays, l'Ouganda et le Burundi, qui ont intervenu, et par la suite, des pays comme Djibouti, le Kenya et l'Éthiopie vont intervenir progressivement pour renforcer les rangs de la mission, malgré le fait déjà mis en exergue au début de la crise que les pays riverains ne devaient pas intervenir. Pourtant, ça peut devenir vite une réalité. Nous disons aujourd'hui, la menace au niveau de la République démocratique du Congo, c'est quoi? L'ambassadeur Diarra vient de vous démontrer qu'il y a les Shabab qui sont à l'est de la République démocratique du Congo et qui ont déjà toqué à la porte de Kampala. Les Shabab ont déjà toqué à la porte du Burundi. Mais en même temps, en République démocratique du Congo, vous avez des forces terroristes comme la LRA, comme les ADF NALU, vous avez les forces qui avaient fait les génocides au Rwanda en 1994, comme les FDLR. Mais à l'ouest de la République démocratique du Congo, plus précisément du côté de Centrafrique, vous avez le Boko Haram qui descend, c'est le groupe terroriste qui a déjà toqué à la porte du Tchad, mais qui va bientôt faire jonction avec les anti-Balaga ou les Sénéca si les groupes armés persistent au niveau de Centrafrique. Et très rapidement, si nous retrouvons les Shabab et le Boko Haram dans la forêt équatoriale de la République démocratique du Congo, non seulement les drones ne le feront pas, les satellites, même les plus performants, ne le feront pas, mais en même temps, ces groupes vont trouver non seulement du pétrole, du diamant, de l'or, mais les minéraux stratégiques comme le coltan, et ils peuvent aussi exploiter d'autres ressources naturelles. Donc, et ils vont trouver des jeunes pauvres et qui sont prêts à se faire recruter dans des groupes armés. C'est très dangereux. Donc nous devons considérer que cette menace qui pèse ici la République démocratique du Congo, non seulement c'est une menace pour l'ensemble de l'Afrique, mais c'est une menace pour le monde entier, puisque la lutte contre le terrorisme, s'il arrivait aujourd'hui que les Shabab et le Boko Haram investissaient la République démocratique du Congo, vous pouvez oublier tous les accords de paix. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui a connu des guerres successives depuis 1960, année de l'accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Jamais ce pays n'a été en paix pendant 10 ans successifs. C'est impossible. On a connu des rébellions à la suite des élections mal organisées vers les années 60. Mais malheureusement, l'histoire s'est répétée encore après les génocides au Rwanda. En 1994, nous avons eu, nous, en République démocratique du Congo, 2 millions de réfugiés. 2 millions de réfugiés à l'échelle de 2 provinces, du Sud Kivu et du Nord Kivu, à l'Est, c'est beaucoup. De quoi perturber tout l'écosystème et toute la vie en société. Mais nous avons connu en même temps une agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda. Une agression qu'ils justifiaient même pour sécuriser leur propre territoire parce qu'ils estimaient que les groupes armés pouvaient les attaquer à partir de la République démocratique du Congo. Je vois encore comment nous avons souffert au Conseil de sécurité pour expliquer à la communauté internationale que la guerre en République démocratique du Congo, ce n'était pas une rébellion interne, mais c'était bel et bien une agression avérée de la part de nos voisins. Mais c'était aussi une guerre par procuration, parce que les minéraux de la République démocratique du Congo et les autres ressources naturelles intéressent non seulement les voisins, mais aussi les puissances économiques au niveau international. Nous disons que tout cela nous a amenés dans un long processus au niveau de Lusaka, en ce qui concerne les États, mais au niveau de Sun City, en ce qui concerne les Congolais, pour trouver la paix. Est-ce que nous avons trouvé la paix aujourd'hui? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo la mission la plus importante des maintien de la paix au monde. 22 016 hommes en uniforme en République démocratique du Congo depuis 17 ans. 17 ans, ça signifie, en d'autres termes, que le processus de la refondation de l'État a été un échec. Un échec parce que si nous avions mis en place une armée républicaine efficace, cette armée allait progressivement imposer, instaurer l'autorité de l'État si l'ensemble du territoire national est remplacé
progressivement les forces des Nations Unies. C'est aussi un échec pour la communauté internationale, pour le système des Nations Unies. Vous ne pouvez pas amener 22 000 hommes si le territoire de la République démocratique du Congo, et après 17 ans, et même au moment où nous parlons maintenant, on continue à tuer à Béni. Béni, c'est cette partie que l'ambassadeur Diarra a essayé de parler à l'est de la République démocratique du Congo, dans le Nord Kivu, où vous avez chaque jour en moyenne 50 personnes égorgées et tuées de la manière la plus sauvage qui puisse exister. À l'est de la République démocratique du Congo, toutes les 3 minutes, il y a une femme qui est violée. C'est cette partie de la République démocratique du Congo, on a parlé du docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont violées tout le temps par les groupes armés. C'est une véritable tragédie. Et nous disons aujourd'hui, et quand nous lisons l'histoire récente de la République démocratique du Congo, malheureusement, chaque fois quand on a approché la paix, c'est l'effondrement qui vient. Nous avons signé le 17 novembre 2002 l'accord global inclusif, c'est-à-dire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les mouvements de rébellion du MLC, de Jean-Pierre Bemba et du RCD, qui étaient successivement soutenus par l'Ouganda et le Rwanda. Mais nous avons installé des gouvernements de transition le 30 juin 2003. Ces gouvernements, après 3 ans, ont organisé les élections le 6 juin 2006. Mais ces élections qui avaient donné beaucoup d'espoir aux Congolais en disant finalement, c'est fini, c'est reparti, le processus de démocratisation, de la refondation de l'État, de l'instauration de l'autorité de l'État, et donc d'un projet de développement pour répondre aux besoins du peuple congolais. Tous ces espoirs-là, quelques jours après, il y a eu d'abord le groupe du CNDP, une autre rébellion qui a vu le jour à partir de la rébellion qui venait de signer l'accord avec le gouvernement. Donc la politique des deux fers au feu avec les rébellions. Donc il y a le mouvement qui signe l'accord, il y a un général de ce mouvement qui se met en retrait avec quelques éléments, et puis il surgit après pour dire voilà, je vais créer une nouvelle rébellion. Nous avons connu cela après les élections de 2006, malheureusement c'était le cas aussi après les élections de 2011. Les élections de 2011, pendant que tout le monde disait, oui, écoutez, c'était de mauvaises élections, mais après avoir organisé 2 fois les élections, c'est-à-dire 5 ans après la guerre, on ne pouvait plus s'attendre à une autre rébellion à l'est de la République démocratique du Congo. 5 mois après, c'était la naissance du mouvement de M23. M23, c'est une rébellion que nous pouvons considérer comme la petite fille du RCD. Et donc le CNDP, c'est la fille du RCD, et le CNDP a donné naissance au M23. Vous allez vous perdre, puisque si je vous dis qu'aujourd'hui, ce n'est pas 50 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, c'est 70 d'après Jason Stern, et IFRI a bien publié là-dessus. Et aujourd'hui, l'armée de la République démocratique du Congo, qui aurait pu justement prendre les relais à les places de la MONUSCO, c'est-à-dire la mission de l'unité de la paix des Nations Unies, nous avons connu plusieurs tentatives de réforme, mais chaque fois, on recommence et on se retrouve avec une armée où vous avez plus de généraux que de colonels, plus de colonels que de majors, plus de majors que de capitaines, ainsi de suite. Une armée où les gens bien formés sont les plus âgés, c'est-à-dire nous avons les éléments qui avaient été formés à l'époque des généraux Mobutu, et puis finalement c'est une juxtaposition des groupes armés qu'on intègre dans l'armée régulière. Mais cette intégration, parfois, ça s'est fait suivant des critères qu'on définit sur place, mais parfois ça change de forme, ça devient tout simplement un mixage. On prend le groupe rebelle, on le met à côté d'une brigade de l'armée régulière, on dit voici désormais ce que devient l'armée de la République démocratique du Congo. Mais cette armée a aussi d'autres éléments négatifs. C'est que la plupart des groupes armés étaient des groupes issus des ethnies. Et quand on amène ça au niveau de l'armée, on trouve des brigades homogènes qui appartiennent à une tribu. Et dans cette armée, même si les généraux se sont intégrés, mais ces généraux gardent encore leur capacité à commander les éléments au sein de l'armée, c'est-à-dire instaurer
un commandement parallèle dans l'armée. Tout cela pose un problème, non seulement au niveau de la République démocratique du Congo, mais je voudrais terminer par là, au niveau de l'Afrique. Quelle politique commune de défense pour l'Afrique? C'est en 1958 que Kwame Nkrumah, pour la première fois, a pensé à la région africaine, a pensé à la défense commune au niveau de l'Afrique. L'idée n'a pas été saluée par notre chef d'État parce que tout le monde tenait à la souveraineté de son pays, parce qu'il y avait aussi des conflits au niveau des États et que c'était très difficile de penser. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée, à la fois que nous puissions construire les armées au niveau de nos États. Mais nous avons 3 grands blocs. On a le Maghreb, on a aujourd'hui la CEDEAO, on a l'Afrique centrale et puis on peut y ajouter l'Afrique de l'Est, mais on a aussi la SADC. Mais si nous voyons les expériences passées, la CEDEAO, avec le Nigeria et les autres forces, avait fait du travail qui avait été apprécié par tout le monde au Libéria. La CEDEAO était intervenue en Sierra Leone. La CEDEAO est intervenue ailleurs. Nous pouvons voir aussi le niveau de la SADC. La SADC est venue aider la République démocratique du Congo et ça nous a permis d'éviter la chute de la ville de Kinshasa, avec l'Angola, la Namibie et les Zimbabwe qui sont intervenus au nom de la charte de la SADC. La SADC est intervenue au Lesotho. La République démocratique du Congo à l'époque, Zaïre, était intervenue au Tchad. Donc l'Afrique a démontré que si elle veut, elle peut résoudre ce problème. Je crois que nous avons un problème de volonté politique, mais aussi un problème de moyens. Il faut le dire, puisque l'armée, ça coûte très cher, mettre en place un outil de défense digne de ce nom. Donc tout cela, nous allons y revenir dans les questions qui seront posées, parce que je vois mon ami Alexandre me regarder. J'ai compris que vous êtes en train de me dire que j'ai consommé moins de temps que vous m'avez donné, donc je m'avais arrêté mon exposé à ce niveau en espérant que les questions viendront de la salle pour nous donner tout ce qu'on avait préparé par rapport à cet exposé. Mais je voudrais vous remercier de l'occasion que vous nous avez offerte, mon frère et moi-même, de parler de ce problème de l'Afrique et d'essayer nous-mêmes de voir quelques pistes de solutions au niveau de nos États et au niveau du continent africain. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà, ça c'est pour la défense de la RDC. Qui a tué, parce qu'il a tué beaucoup de gens, 1 million de personnes. Voilà ce monsieur, on signe l'accord de paix et on dit, comme nous avons fait à Sun City, chaque groupe armé déclare ses effectifs et grades. Mais moi j'ai vu des amis qui n'ont jamais quitté Kinshasa, mais il a suffi que le chef rebelle dise X est général de ma rébellion. Et on a vu sur papier le monsieur semblable le lendemain avec la tenue de général de brigade, si pas général-major. Mais quelle armée où on peut commencer comme grade de recrutement général? C'est inacceptable ça. Donc c'est une armée qui est appelée à perdre la guerre, définitivement. Donc nous devons à la fois aborder la question de coopération sur le plan extérieur, mais la vraie question, est-ce que c'est la réforme de l'armée ou la réforme de l'armée? Moi je suis pour, si j'ai cette mission-là, c'est de renvoyer tous les éléments dans les casernes, de redéfinir les standards pour dire, monsieur, parce que vous êtes inapte pour le service militaire, l'armée ce n'est pas une sorte de déversoir de tous les enfants difficiles ou les enfants impossibles, parce que c'est ça la définition de l'armée. Tous les enfants qui ont mal éduqué, qui ont échoué, au niveau des parents, moi j'envoie mon enfant faire l'armée. Non, l'armée c'est un corps d'élite. L'armée, on va servir le pays sous le drapeau. Il faut revaloriser la fonction du soldat. Donc ça ne doit pas être les petits bandits du quartier, dès lors de voir un tenue militaire, et il va continuer le banditisme dans l'armée. Donc c'est une question très complexe et que nous devons aborder dans sa complexité. Il y a sur le plan culturel, l'esprit de corps, la discipline, sur le plan de la formation, l'aptitude physique qu'a fait l'armée, sur le plan intellectuel, quel est le niveau de recrutement que nous devons considérer pour les différents grades. Voilà au niveau de la menace pour aborder cette question. À cause des faiblesses des États, mais nous devons mutualiser nos forces